Je me présente, Amélie Bureau, assistante de recherche en mobilisation, faire des connaissances au Centre Interaction. Pour ceux qui sont nouveaux ou nouvelles ici, les Midis Interaction se veulent un lieu de réflexion et d'échange entre chercheurs et praticiens autour de résultats de recherche qui présentent un intérêt pour le personnel du CIUS et les organismes partenaires du territoire. Le projet de présentation duo chercheurs-praticiens veut promouvoir le maillage entre la recherche et la pratique. Donc, pour le déroulement, nous allons avoir la conférencière et sa présentation d'environ une vingtaine de minutes, puis une partie commentaire par M. Ismaël. Donc, le titre de la présentation, la sensibilisation communautaire en santé d'opportunités de jeunes citoyennes et citoyens du nord de l'île de Montréal, une innovation sociale. Donc, notre commentatrice, Isabelle Ruellan, est chercheure d'établissement au Centre de recherche et de partage des savoirs et interactions du CIUS du nord de l'île de Montréal et professeure associée à l'École de travail social de l'UQAM. Ces travaux portent sur l'analyse des pratiques et des réseaux de collaboration intersectorielle dans une perspective de réduction des inégalités sociales de pouvoir. Elle s'intéresse plus particulièrement aux enjeux de démocratisation de l'action publique et au travail citoyen dans le champ de la santé et des services sociaux. M. Ismaël Sougou est conseiller en développement communautaire au poste de quartier 39 de la Ville de Montréal, donc au SPVM. Je vais laisser la parole à Isabelle pour qu'elle puisse faire sa présentation. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous présenter les résultats préliminaires de ma recherche postdoctorale que je mène depuis l'été 2020 sur le territoire du nord de l'île de Montréal. Et oui, c'est ça, c'est une recherche postdoctorale qui a été réalisée en étroite collaboration avec Léa Coget, qui est une assistante, agente de recherche qui a grandement collaboré au projet que je tiens à mentionner, et aussi plusieurs partenaires communautaires et institutionnels de différents quartiers, notamment Montréal-Nord et Annecy-Bordeaux-Quartier-Ville, dont Ismaël Sougou, qui est ici aujourd'hui, qui a généreusement accepté de venir commenter la démarche de recherche. Donc, je vais, sans plus tarder, projeter les diapositives pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, voici. Alors, cette recherche aussi a été menée grâce au soutien financier du FQRSC via l'équipe de recherche Erasme et aussi par le CRSH. Donc, aujourd'hui, attendez, hop, ouais, c'est beau. Alors, deux objectifs à la présentation d'aujourd'hui. D'une part, présenter les résultats préliminaires de mon étude portant sur les pratiques citoyennes de sensibilisation communautaire à la COVID, à la COVID-19, donc qui sont déployés à Montréal-Nord. Il y a une petite... dans A, il y a une petite erreur de frappe ici. Donc, à Montréal-Nord et à Annecy-Quartier-Ville depuis l'été 2020. Et dans un deuxième temps, discuter avec Ismaël Sougou, qui est un acteur vraiment central dans la dynamique à Montréal-Nord, et évidemment avec vous, certaines questions et enjeux soulevés par cette recherche qui porte essentiellement sur les pratiques citoyennes et toute la collaboration intersectorielle et l'accompagnement qui est au cœur de ces pratiques-là qui ont émergé particulièrement dans le contexte de la COVID. Donc, sans plus tarder, je plonge. Petit élément de définition avant de présenter plus le cœur de la recherche. D'abord, pratique citoyenne en santé de proximité, quelques pistes de définition. Qu'est-ce qu'une pratique citoyenne en santé? En m'inspirant de plusieurs, évidemment, il y a mille et une définitions, selon aussi si la participation est dans un contexte institutionnel ou communautaire. Mais grosso modo, pour un peu qu'on soit sur la même longueur d'onde dans le cadre des échanges qui vont avoir lieu aujourd'hui, on pourrait y aller avec une définition pour que tout le monde soit sur la même page. Donc, il s'agit d'une activité menée par une ou plusieurs personnes ne jouant pas un rôle professionnel en santé et qui ont une connaissance souvent personnelle ainsi qu'une expérience directe des événements quotidiens de leur communauté. Donc, c'est vraiment à partir d'un savoir d'expérience, de connaissances territoriales, mais aussi d'une connaissance du voisinage ou de certains réseaux d'entraide locaux qu'on va interpeller ou on va
pouvoir nommer une pratique citoyenne portée par des acteurs Pourquoi ça ne marche pas? Qui jouent un rôle central dans la santé de proximité. Un autre élément sur lequel j'aimerais attirer votre attention, puis là, c'est un peu mon dada de sociologue des organisations et du travail, c'est que souvent, des pratiques citoyennes peuvent être issues ou émerger d'initiatives communautaires, comme je le mentionnais tout à l'heure avec les réseaux d'entraide ou de voisinerie qu'on retrouve sur le territoire, mais aussi peuvent émerger d'organisations, que ce soit communautaires, institutionnelles, philanthropiques ou même de réseaux d'action intersectorielle. Donc, il y a vraiment une émergence de pratiques citoyennes qui est à la fois bottom-up, donc un peu de la communauté, mais aussi qui peut être top-down. Et de différencier cette origine-là peut parfois nous aider à vraiment saisir la portée et le soutien qui est mené pour favoriser le déploiement et même quelque chose qui m'est cher, la transformation institutionnelle à partir des pratiques citoyennes dans le champ de la santé de proximité. Alors, maintenant, le vif du sujet, ou presque, petite mise en contexte de la recherche. Alors, ce fut une étude de cas multiples, donc il y a 3 cas qui ont été étudiés d'initiatives, plus particulièrement de sensibilisation communautaire portée par des citoyens, donc par et pour les citoyens ou par et avec les citoyens dans le champ de la santé de proximité plus lié à la pandémie. L'objectif de cette recherche était de comprendre ces pratiques citoyennes de sensibilisation communautaire à Montréal, au nord de l'île, et d'explorer aussi leurs impacts sur les services de santé de proximité dans une perspective d'innovation et de démocratisation. Plus spécifiquement, puis on va y revenir à ces 3 dimensions-là, il s'agissait de décrire les pratiques mises en place ainsi que leur évolution, de décrire les trajectoires de collaboration intersectorielle entre les partenaires qui ont mis en œuvre ces pratiques citoyennes, que je nomme projet ici, et finalement de documenter l'expérience de sensibilisation communautaire vécue par les citoyens et les personnes qui les soutenaient et les retombées de ces pratiques-là pour les citoyens eux-mêmes. Pour ce faire, méthodologie qualitative, exploratoire en profondeur pour chacun des cas. Un mot sur chaque cas, peut-être avant d'y aller avec les... Pour chaque cas, c'était d'une part un projet à Montréal-Nord porté par une maison des jeunes, l'Escale. Un deuxième cas, encore une fois par une maison des jeunes, mais à Antique-Cartierville, porté par la maison des jeunes Bordeaux-Cartierville. Et un troisième, où on était moins avec une pratique citoyenne de jeunes, mais plutôt une pratique qu'on nomme citoyen relais, vraiment émergent de la base, soutenu par Parole d'exclus, encore une fois à Montréal-Nord. Et donc, pour chacun de ces 3 cas-là, il y a eu observation participative, analyse documentaire, une quinzaine d'entrevues individuelles et 3-4 entrevues collectives, et ce qu'on nomme un laboratoire de récits de pratiques collectives qui était en fait un espace de restitution. On a eu le dernier, avec le 3e cas, on a eu le dernier laboratoire de récits de pratiques collectives v'là 2 semaines. Alors, je suis très excitée aujourd'hui de pouvoir vous parler du début, dans le fond, du croisement de l'analyse entre ces 3 expériences-là. Donc, voilà. Peut-être un mot sur le contexte d'émergence des pratiques citoyennes de sensibilisation communautaire à la COVID avant de plonger dans les résultats comme tels. 3 facteurs importants ont favorisé le déploiement de pratiques citoyennes et la prise en compte de ces initiatives locales-là par le réseau de santé communautaire, mais aussi public là, du nord de l'île de Montréal. D'une part, les particularités des territoires de Montréal-Nord et d'Antique-Cartierville, qui étaient les territoires touchés par cette recherche, particularités de réseaux de collaboration interorganisationnelle, réseaux de collaboration communautaire, mobilisation citoyenne locale. Donc, tout ça favorise vraiment l'organisation collective. Des spécificités aussi régionales comme le côté interculturel, le côté vulnérable aussi de plusieurs populations, que ce soit des personnes âgées ou des jeunes. Le deuxième facteur, c'est l'urgence pandémique. Évidemment, je ne vous cache rien en vous disant ça.
on est avec Montréal-Nord et Antique-Bordeaux-Cartierville parmi les 2 régions les plus touchées par la pandémie, surtout durant la première vague. Donc, il y avait une urgence réelle dans ces territoires-là. Et j'ai une citation ici que je trouvais vraiment intéressante à vous lire rapidement d'un citoyen du 3e cas à l'étude. Il y avait une urgence, il y avait un trou à combler. L'intervenant n'était pas là, plus là sur le site. Il y avait un vide, il y avait une vraie urgence là. En fait, il y avait une obligation de se prendre en main. Donc, on voyait aussi carrément, ça montre aussi qu'il y avait un trou, surtout dans la première vague, qui a suscité la mobilisation citoyenne réellement. 3e facteur, les dynamiques participatives établies de longue date grâce notamment aux activités des organismes communautaires locaux qui ont joué un rôle central, comme on va le voir maintenant. Alors, zoom sur la première dimension observée et documentée par la recherche, les dynamiques de collaboration intersectorielle qui ont potentialisé, favorisé donc d'une façon bottom-up l'émergence et le soutien de pratiques citoyennes de collaboration. Alors, la collaboration intersectorielle, ce que j'entends par là, c'est vraiment le soutien à la fois des organismes communautaires, mais aussi qui mettaient la main à la pâte avec le CIUS, donc le réseau public de santé de proximité, mais aussi, dans le cas de Montréal-Nord, la police de quartier, le poste de quartier. Il y avait aussi un soutien dans certains cas d'institutions philanthropiques. On est vraiment dans l'intersectoriel. Donc, ça se faisait surtout au début de la pandémie, avec des réseaux d'action nouveaux qui émergeaient, qui se mobilisaient, mais aussi certains réseaux d'action déjà à l'œuvre avec d'autres objectifs pour répondre à d'autres besoins des populations. Qu'est-ce qu'il y avait comme caractéristique ces réseaux-là de mobilisation intersectorielle qui étaient en amont et en soutien aux pratiques citoyennes? D'une part, un but commun extrêmement clair, prendre soin des populations du territoire avec une crise socio-sanitaire. Ça a vraiment favorisé la mise en dialogue et l'action, de se tourner vers l'action. Il y a aussi, évidemment, divers soutiens institutionnels d'urgence, une approche réaliste tournée vers l'action, comme je le mentionnais, qui favorisait la création de nouveaux espaces de rencontre flexibles et spontanés. Ça pouvait se faire sur un coin de table souvent. Évidemment, les outils comme Zoom et les plateformes virtuelles ont contribué et ont favorisé ça. À mentionner, c'était un leadership communautaire d'abord et avant tout. Donc, ce n'était pas les institutions qui portaient ça, c'était vraiment d'abord une initiative du milieu communautaire où on valorisait concrètement et on avait vraiment besoin des savoirs citoyens locaux. Et plus que jamais, parce que dans le milieu communautaire, évidemment, on le reconnaît, mais là, c'est une reconnaissance d'un nouvel ordre, je dirais. Évidemment, plusieurs défis au niveau de la collaboration intersectorielle, mais des stratégies mises en place pour relever ces défis-là. Ils sont énumérés ici. J'y vais rondement. Vous allez pouvoir avoir accès au PowerPoint après aussi là, à la rencontre. Donc, au niveau du partage des ressources qui tombait un peu comme de la pluie, là, parfois, notamment au niveau des ressources philanthropiques, l'action d'urgence versus la pérennisation des partenariats, on va y revenir en discussion avec Ismaël tout à l'heure. On a créé toutes sortes de collaborations, mais c'est à voir si ça va se pérenniser. La charge mentale des intervenants et des citoyens vécus dans l'action concrète, les risques socio-sanitaires encourus, peu d'expérience en sensibilisation communautaire, évidemment, c'était nouveau pour beaucoup d'acteurs, donc on se formait en même temps qu'on le faisait, et aussi une confusion au niveau des différents rôles que chacun devait jouer. On a relevé plusieurs de ces défis-là, ça ressort de notre recherche, d'abord par un rappel constant des buts communs, des espaces de prise de parole flexibles et récurrents, comme je le mentionnais tout à l'heure, mais aussi des stratégies informelles de médiation. Quand on sentait que ça chauffait ou qu'il y avait des tensions qui pouvaient émerger, des acteurs se mettaient en place, se textaient entre eux et il y avait toutes sortes de stratégies pour diluer les tensions en se rappelant que le but était de répondre aux besoins des populations. Et des fois, ce rappel-là venait des citoyens eux-mêmes. Alors, je vais assez rapidement, des dispositifs de coordination et aussi, et ça c'est vraiment central, des dispositifs de formation à une pratique de sensibilisation communautaire
tourné et inspiré par tout un legs historique d'éducation populaire porté notamment par des organisateurs communautaires des CIUS qui venaient mettre leur grain de sel au niveau de la formation citoyenne pour favoriser une approche humaine pour interpeller les citoyens au niveau des enjeux de la pandémie, mais aussi pour faire du référencement et aller au-delà de simplement des enjeux socio-sanitaires, mais vraiment dans une perspective du bien-être des populations sur le long terme. Deuxième dimension, et là, Amélie, j'aimerais que tu me rappelles le temps pour pas que je perde de vue. J'avoue que j'ai... C'est bon, il te reste encore au moins 5, 6, 7 minutes. OK, c'est bon, excellent, merci. Tu me fais un... Tu prends la parole quand il reste 2 minutes, OK, s'il te plaît? Pas de problème. Merci beaucoup. Alors, deuxième dimension de la recherche, regard croisé des 3 études de cas sur le soutien aux pratiques citoyennes plus directes, donc l'accompagnement, la coordination, qui était souvent porté par des intervenants du milieu communautaire. À ne pas oublier parce que c'est vraiment eux qui étaient et qui sont encore aux premières loges du développement de ces nouvelles formes de solidarité et d'action au niveau des pratiques citoyennes par et pour la sensibilisation communautaire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces pratiques de soutien? D'une part, ces différents acteurs et actrices qui coordonnent les pratiques de sensibilisation communautaire en se concentrant d'une part sur une forme de formation en continu, comme je le mentionnais, là, notamment avec le soutien des organisateurs communautaires. Et là, on le voit à la fois dans les pratiques d'agents de sensibilisation communautaire, comme je le mentionnais au niveau de mes cas avec des maisons de jeunes, mais aussi dans des pratiques plus bottom-up radicales, je dirais, avec les initiatives de citoyens relais et de réseaux d'entraide de voisinerie dans le logement social, dans le cas de Parole d'exclus. Il y avait vraiment un souci d'ajustement mutuel sur le terrain qui allait même au-delà d'un soutien des intervenants. Et là, j'ai un exemple assez intéressant avec le cas de Bordeaux-Cartierville où un jeune dit clairement dans une entrevue que qui lui venait vraiment en aide pour réaliser son travail de sensibilisation puis de soutien aux personnes très éloignées des informations de santé et de soutien socio-sanitaire, c'était la personne qui travaillait avec lui en binôme. C'était son père. Et ensemble, ils co-construisaient ce qu'ils étaient en train de faire comme approche de sensibilisation aux jeunes, pour les jeunes, à partir de leur connaissance de comment ça se passait sur le terrain de basket, de comment les jeunes chillaient dans les parcs et quelle était la meilleure stratégie, à quelle heure les rejoindre et aussi comment les retrouver quelques jours plus tard pour savoir comment ils vont, au-delà de est-ce qu'ils portent un masque ou pas. Là. Et toutes ces stratégies-là un peu informelles sont même reconnues par les jeunes. On va le voir tout à l'heure avec la 3e dimension. Donc, c'est cette formation-là un peu spontanée entre pairs là, qui était vraiment au cœur de ce que je dirais le soutien le plus efficace à cette pratique citoyenne émergente de sensibilisation communautaire. Alors, comment concrètement le soutien se mettait en forme de la part des intervenants communautaires? 4 points à mentionner. D'abord, c'était en percevant les capacités que les citoyens avaient à sensibiliser les autres, en offrant aussi des opportunités d'implication qui correspondaient à leur vision de leur action communautaire au quotidien, en les soutenant aussi matériellement, par exemple en donnant un accès à Zoom pour qu'ils puissent se concerter puis connaître les différents partenaires impliqués, et psychologiquement aussi, là, par des appels, des textos, et aussi en reconnaissant l'impact quotidien de leurs pratiques et le chemin parcouru par les citoyens. Les pratiques citoyennes comme telles, dernière dimension que je veux discuter avec vous aujourd'hui. Donc, c'est une pratique, évidemment, comme on le mentionnait avec l'exemple tout à l'heure, qui était construite collectivement entre pairs, qui était très risquée, qui est encore très risquée et exigeante, parce que des fois, il y a des citoyens où il y a des rencontres qui sont un peu négatives, où on reçoit toutes sortes de réactions. C'était par contre encadré et structurant. Et c'était avant tout une approche communicationnelle et bienveillante qui était axée sur l'écoute et le prendre soin.
C'était aussi une pratique axée sur la vulgarisation d'informations complexes, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, d'éducation populaire, et qui, en dernier ressort, favorisait la démocratisation de l'accès aux services de santé de proximité, notamment par le référencement. Alors ça, malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous la lire, mais c'était une citation qui montre à quel point la singularité de l'approche citoyenne dans la sensibilisation communautaire était reconnue par les citoyens eux-mêmes comme faisant une différence et étant vraiment particulièrement reconnue ou visible et donnant un apport différent de celle des professionnels ou juste des intervenants de toute organisation. Alors, là, j'y vais avec quelques questions sur les pratiques. Quelles étaient les motivations des citoyens à faire de la sensibilisation communautaire? Hein? On pourrait se demander qu'est-ce que ça leur apportait? Est-ce qu'ils étaient rémunérés? On va y revenir si on a le temps ou dans les questions. En bref, ce qui ressort à date de l'étude, c'est 3 grandes motivations répertoriées à partir des trajectoires de sensibilisation communautaire documentées. D'une part, il y avait un réel souci de répondre aux besoins de santé de proximité de son entourage. Dans un deuxième temps, à une échelle plus individuelle, il y avait un besoin aussi de répondre à ses propres besoins, c'est-à-dire, je donnerai l'exemple d'aller au-delà de l'isolement, d'agir sur une réalité qu'on sent, qu'on subit pour devenir un peu plus acteur de ce qui était la réalité vécue. Et dans un troisième temps, et ça c'est intéressant de le mentionner, c'était aussi pour plusieurs de répondre aux besoins des organisations impliquées. Et là, ce qu'on peut entendre par là, c'est en fait que une organisation communautaire qui était un peu le porteur, comme on l'a vu, le parapluie qui favorisait, pas le parapluie, c'est pas une bonne métaphore, mais l'élément, le vecteur qui favorisait le déploiement des pratiques citoyennes de sensibilisation, c'est parce qu'il y avait tout un travail préalable dans les années antérieures de mise en lien, de mobilisation citoyenne que les pratiques citoyennes ont pu se déployer et puis qu'il y a eu de l'action citoyenne qui s'est mise en place. Donc, c'était comme un peu de répondre à l'appel des organismes qui était une des motivations de certains citoyens rencontrés. Quels sont les effets des pratiques citoyennes de sensibilisation? En bref, j'aime bien les schémas à 3 bulles, comme vous pouvez le constater. En bref, 3 grands ensembles d'effets qu'on pourrait répertorier là, rapidement pour susciter la discussion après coup. C'est des pratiques qui sont perçues par les citoyens eux-mêmes comme leur permettant de se découvrir, c'est noté Amélie, merci, et de découvrir donc leur potentiel dans une perspective aussi d'action qui les met plus en situation d'acteurs face à la réalité sociale vécue. C'était aussi une occasion de découvrir ses pairs dans le travail collaboratif et puis de co-construction, comme je le mentionnais tout à l'heure, et dans un troisième temps, de découvrir sa communauté. Et là, je mettrais l'emphase sur un élément central qui ressortait, c'était le potentiel et la pérennisation possible de liens entre les générations dans les rencontres de sensibilisation communautaire qui ont pu prendre la forme d'activités dans les parcs, de moments aussi à l'extérieur, près des organismes, où on essayait de réfléchir aux impacts même sur la santé mentale liée à la pandémie, puis aux enjeux que ça peut avoir sur l'aggravation des inégalités sociales. Il y a des amitiés et des relations intergénérationnelles qui sont tissées par ces pratiques-là et qui continuent de faire des fruits aujourd'hui, que je peux documenter d'ailleurs. Il me resterait, Amélie, une vignette. Attendez, je me situe un peu. Ouais. Quel pouvoir d'agir des citoyens à partir de cette expérience-là? En bref, un pouvoir d'agir, somme toute, limité. Limité à la co-construction de la pratique comme telle sur le terrain, la pratique de sensibilisation, j'entends bien, et à son organisation, notamment sur les horaires et la prise en compte de certains critères liés à la pratique. Donc,
on n'est pas encore, avec les pratiques de sensibilisation qui se sont déployées depuis 2020, avec une participation à la gouvernance ou à l'orientation des réseaux d'action intersectorielle. Donc, un pouvoir d'agir sur la pratique, sur l'organisation, mais pas tant sur l'action intersectorielle à une échelle plus large. Et une question qu'on ne doit pas perdre de vue avec tout ça, c'est à quoi les citoyens qui se sont mobilisés au niveau de la sensibilisation communautaire, qui cherchent maintenant des repères, certains sont embauchés par tout le travail communautaire qui est en train de se développer au sein du CIUS et dans d'autres réseaux, mais à quoi veulent-ils participer en santé? Est-ce que c'est à la co-construction des réseaux d'action intersectorielle ou simplement dans une action locale de voisinerie où on s'entraide entre pairs dans son entourage? C'est des réelles questions à se poser. Et parlant de questions, mais là, je sens que le temps vraiment nous manque, peut-être un mot sur un enjeu central pour une sociologue du travail comme moi, qui serait la pratique citoyenne en santé de proximité et dans toute son institutionnalisation actuelle qu'on est en train de vivre, notamment avec les avancées de professionnalisation auxquelles le CIUS de certaines régions invite les citoyens qui ont été notamment embauchés par Je contribue, jusqu'à quel point on est dans une activité de travail et jusqu'à quel point on va se heurter à des enjeux auxquels se heurte maintenant la pérédance, par exemple, au niveau de la question de la formation et de la professionnalisation. C'est vraiment des questions qui m'intéressent comme chercheur là, à mettre de l'avant et puis j'ai hâte de vous entendre sur ça maintenant. Merci beaucoup. Et peut-être un mot sur le fait qu'il y a 2 carnets de synthèse des 2 premières d'études de cas qui sont déjà publiés et que vous pouvez retrouver sur le site d'Interaction. Et n'hésitez pas à m'interpeller pour quoi que ce soit en lien avec ça ou d'autres thématiques, ça va me faire plaisir. Merci. Merci Isabelle pour cette belle présentation. On va pouvoir laisser la parole à Ismaël Zougou pour faire des commentaires. Ben, moi, je dirais un gros merci à vous autres, là, à vous tous, de pouvoir me donner la chance de pouvoir commenter ce beau projet qu'on a eu en fait à Montréal-Nord. Donc, c'est un projet très innovant et je ne suis pas surpris quand j'ai pris le temps, en fait de lire le document et de voir un peu de reculons tout ce qu'on avait mis en place. Il faut dire aussi que ce projet-là, c'est un projet qui a été porté par le Centre des jeunes Escale. Donc, en partenariat avec plusieurs organismes communautaires et institutionnels. Je pense que c'est important de nommer ces partenaires-là. Il s'agissait de l'organisme Oustok, Parole d'exclus, un itinéraire pour tous, la CEDEC, Coup de pouce jeunesse et avec la collaboration du SUS, du PDQ et de l'arrondissement. Donc, c'est tout un ensemble de partenaires qui ont eu la chance de travailler fort pour ce projet-là. Et Isabelle vient de le dire, en fait, il y avait une urgence. On le sait tous que la pandémie nous a beaucoup bouleversés et il fallait trouver des solutions. Il fallait combler, en fait, ce trou-là. Et en fait, on avait une obligation de prendre des actions. Donc, c'est sûr qu'à Montréal-Nord, il y avait beaucoup de cellules de crise qu'on avait créées. Mais quand on a reçu l'invitation de la Maison des jeunes, l'Escale, on a trouvé tellement intéressant de se dire qu'effectivement, on pourrait travailler ce projet-là, ce n'est pas en collaboration, parce que pour moi, c'est important de définir c'est quoi une collaboration, c'est quoi un partenariat. Mais sur ce projet-là, c'est sûr que c'est défini d'une façon comme quoi c'est les partenaires, c'était le milieu communautaire, et les institutions, c'était les collaborateurs. Mais moi, à mon niveau, de reculons, je disais que tout le monde était partenaire à part entière parce que les décisions se prenaient lors des rencontres et qu'il y avait du respect, il y avait aussi de l'écoute. C'est ça qui a fait que ce projet-là a bien eu lieu et a bien donné un impact positif. Je reviens aussi sur Montréal-Nord parce que, vous le savez comme moi, Montréal-Nord a une réputation un peu négative au niveau des médias. Quand on parle de pandémie, souvent on pointe du doigt Montréal-Nord, ou quand on parle des choses, peut-être Coup de feu ou ailleurs, c'est Montréal-Nord. Même des fois, ça se passe à Côte-des-Neiges. On dirait qu'on a tendance à juste pointer du doigt Montréal-Nord. Mais ces genres de projets-là,
qu'on vient de réaliser, de travailler ensemble avec l'ensemble des partenaires, je pense que c'est un exemple parmi tant de projets à Montréal-Nord qui doivent être valorisés. Et je pense que ce que j'ai compris, l'initiative de ce projet-là a été prise en compte dans d'autres secteurs de la ville de Montréal. Et je suis très fier d'entendre certains arrondissements ou certains organismes ou regroupements d'organismes qui ont pu s'inspirer de nos pratiques et qui l'ont installé chez eux. Moi, je ne suis pas surpris de ce résultat-là parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la reconnaissance de l'organisme porteur de ce projet-là par les acteurs communautaires et institutionnels, il y a une crédibilité concernant le centre des jeunes Escale, parce que c'est une maison des jeunes qui est là depuis très longtemps, qui a une crédibilité, qui travaille fort avec les jeunes. Donc, ça, c'est ancré au niveau communautaire. Il y a aussi toute la reconnaissance des partenaires de la part des citoyens, ce qui révèle un atout majeur pour le travail de sensibilisation. C'est vrai que l'absence de formalisation du projet, parce que quand on s'était rencontrés pour commencer à penser à rédiger le projet ou amener des idées, on l'a fait d'une façon très vite. C'est ça l'avantage de cette pandémie-là, moi, je dirais, parce que s'il n'y avait pas la pandémie, on allait prendre beaucoup de temps de réflexion, d'innover, tout ça, mais la pandémie nous a poussé à se dire, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on mette nos actions ensemble. Donc, ça, c'est un avantage très concret. Et les jeunes étaient à la fois aussi sensibilisateurs sur ce projet et impliqués dans les activités des différents partenaires. C'est vrai qu'effectivement, il a fallu, certes, un certain temps avant d'apprendre à connaître les jeunes et leurs forces respectives. Mais comme vous le savez, du fait qu'on était ensemble et qu'on travaillait ensemble, ça a beaucoup donné un impact très positif. Et le modèle qu'on avait utilisé, c'est le modèle de par et pour qui a été mis en œuvre dans le cadre du projet. Non seulement parce qu'il faisait déjà partie des idées du projet, mais parce qu'il y avait une pertinence spécifique dans la réalisation du travail de sensibilisation aux consignes sanitaires. En gros, je dirais que les faits sont fidèles, les faits de ce document-là, de cette recherche-là sont fidèles à la réalité terrain. Donc, je constate que les retombées, parce que j'ai eu le temps de rencontrer certains jeunes et de discuter avec eux autres aussi, comment ils ont vécu le projet, comment ça s'est passé, parce qu'il faut savoir que ces jeunes-là, ils viennent de plusieurs partenaires communautaires qui étaient partenaires du projet. Ils se connaissaient de nom, mais ils n'avaient jamais eu la chance de travailler ensemble. Donc, ce projet les a permis de mieux se connaître, de mieux s'échanger, de mieux s'inspirer pour travailler de la même façon. Je dirais que pour les jeunes, les retombées de ce projet-là pour les jeunes, c'est en fait la conscientisation et le développement d'un engagement citoyen. Ils ont pris conscience de l'importance de leurs activités de travail dans la communauté. Et au niveau aussi des citoyens, le travail des jeunes est perçu comme un vecteur d'intégration auprès de la population. Donc, les jeunes se sentaient valorisés. C'est ça qui est important aussi. Et les jeunes aussi, au niveau du savoir, d'habilité, de l'écoute, les jeunes ont appris ces connaissances-là et ont développé ces sens-là. Et ça, je trouve ça aussi très intéressant sur ce projet-là. Ça a favorisé aussi le pouvoir d'agir collectivement en santé de proximité parce que les jeunes se disaient, ben, oui, je vais donner un coup de main, je vais pouvoir faire la sensibilisation, la prévention, mais au retour, qu'est-ce que moi, je vais y gagner? Et là, ils se rendent compte qu'en faisant ce travail-là, ils vont mieux connaître les réalités, en fait, de leurs compatriotes, des citoyens, la réalité des jeunes de Montréal-Nord. Donc, c'est là qu'ils ont commencé à se dire, mais moi, je ne le voyais pas comme ça. Moi, je faisais mon travail et puis je partais chez moi. Mais là, ça m'a permis de mieux comprendre, en fait, mon quartier, en fait. Parce que là, ben, j'étais avec les jeunes, j'étais avec les populations et qu'on sait très bien que durant l'été, la plupart des communautés sont dans les parcs. Sont dans les parcs en train avec les familles et tout ça. Donc, les jeunes, au début, avaient la misère un peu de rentrer en contact avec la population, mais au fur et à mesure, avec un accompagnement, ça les a permis
à faciliter cette relation-là et à développer un sens d'écoute pour pouvoir faire leur travail. Je dirais que ce que j'apprends beaucoup au niveau aussi des organisations, c'est qu'on a pu faire une différence dans la communauté au niveau travail parce que cette pandémie-là nous a permis de dire qu'effectivement, qu'il y a lieu de changer la façon de travailler parce qu'en urgence, on peut considérer certaines choses qu'on ne pensait pas faire parce que si on le faisait, on se disait « Ah, mais on est bon, ça ne se fait pas ». Mais là, on s'est permis d'aller plus loin qu'on pensait et de pouvoir se dire, mais là, effectivement, c'est une bonne chose maintenant. C'est sûr que cette pandémie-là, personne ne le souhaitait, mais le côté positif, c'est une réorganisation de notre façon de travailler. Je prends l'exemple des télétravails, je prends l'exemple d'innover des projets de ce genre-là. Donc, c'est ça ce que ça a donné et je pense que au niveau des partenaires, en tout cas, ce que j'entends, c'est que ce n'est pas pour rien qu'on doit mettre nos actions, les actions, on doit penser le citoyen au cœur de nos actions. C'est sûr qu'on a nos missions, on a nos mandats, on a nos visions, mais l'exemple de ce projet-là nous pousse à se dire, si ça a marché, c'est parce que n'importe quelle situation qu'on pourrait vivre, si on le travaille de cette façon-là, on peut avoir un impact positif. Donc, je viens de dire effectivement que le projet, je ne suis pas surpris, je ne suis pas surpris en fait de la finalité de ce projet-là, mais avec du recul, je me suis rendu compte qu'on a fait un excellent travail, un travail acharné, un travail de concertation, de collaboration, de partenariat. Et c'est un des exemples, en fait, de projets qui méritent d'être valorisés. Et les jeunes se sentent valorisés aussi et que se sentent fiers de pouvoir participer à ce projet-là.